Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé, un podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale physiquement et psychologiquement. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier Stéphane Casomune d'équipe Casomune Remax de nous prêter ce super studio pour enregistrer le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Martine Poirier qui est sexologue et psychothérapeute. Bienvenue au podcast. Merci, Émilie. Aujourd'hui, on ne parlera pas de sexe, désolée. Peut-être un autre épisode. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me touche beaucoup, qui est un trouble de santé mentale, l'anxiété. Est-ce que c'est quelque chose dans tes bureaux, avec ta clientèle, que tu vois beaucoup? Je sais que c'est large, l'anxiété. Définitivement, l'anxiété, tous mes clients, en fait, en souffrent. Je pense que les gens, ils ne viennent pas nécessairement consulter d'emblée pour un trouble d'anxiété. On ne va pas nécessairement avoir une sexologue pour ça comme motif de consultation, mais par contre, quand il y a un trouble sexuel ou relationnel pour les couples, bien, par défaut, il y a de l'anxiété qui vient avec ça. Quand j'ai dit tantôt, ça m'a touchée, j'ai vécu de l'anxiété à 35 ans. C'est là qu'on s'est rencontrés, que je suis allée te consulter pour ça. J'en ai parlé ouvertement sur les réseaux sociaux, fait que je suis quand même à l'aise avec ça. C'est bizarre parce que j'ai une sœur jumelle identique, donc nos gènes devraient être quand même pareils. Elle a été prise à l'anxiété dans son jeune âge, puis moi, c'est arrivé à 35 ans. Avec du recul, je me dis, est-ce que j'en souffrais depuis longtemps? Est-ce que c'était du stress dans ma tête? Quand j'étais à l'université et j'avais des examens, j'étais quelqu'un quand même de stressé. Fait que je pouvais pas à paralyser devant un examen, mais pour moi, c'était du stress. Là, ça devient mêlant. Est-ce que je faisais du stress? Est-ce que c'était de l'anxiété? Quand c'est arrivé à 35 ans, c'était vraiment accaparant, fait que je pouvais plus fonctionner. Fait que c'est là que je me disais, OK, j'ai un trouble anxieux. Mais c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Parce que souvent, les gens, ils sont un peu mêlés par rapport à ça. Bien, en fait, le stress, parce qu'il y a du bon stress qui nous propulse dans l'action, tout ça. Puis, il y a du stress néfaste, nocif, qui peut faire du tort. Le stress, en fait, c'est vraiment plus dans le moment présent, qui nous propulse dans l'action. Alors que l'anxiété, c'est l'anticipation, l'appréhension du futur. Fait que si, par exemple, je dis tout le temps, quand on marche sur le trottoir, puis qu'il y a un autobus qui arrive, bien, le stress va se manifester pour que je me tasse du chemin. Mm-hmm. Si je remarche sur le trottoir le lendemain, j'appréhende que l'autobus s'en vient, mon corps réagit de la même façon, puis je vais vouloir comme me tasser, même s'il n'y a pas réellement d'autobus. Mm-hmm. Je comprends. Fait que ça serait toujours d'anticiper quelque chose qui ne va pas nécessairement survenir. Puis, j'avais vu des statistiques qui disaient, puis c'est intéressant, que la femme, par rapport au trouble d'anxiété généralisé, fait qu'un TAG, était 2 fois plus à risque d'avoir un trouble anxieux généralisé que l'homme, puis qu'à partir de 40 ans, fait que je ne sais pas si c'est une question de préménopause, ménopause, hormones, qu'il y avait une femme sur 10 qui pouvait être touchée par un trouble d'anxiété généralisé. J'ai 38 ans, fait que je me dis, tu sais, ça nous touche. Quand on est jeune, tu sais, en tout cas, je sais que j'ai de l'empathie pour ceux qui ont vécu ça à leur jeune âge. On pense moins à ça, on est dans le plaisir, tout ça, puis on vieillit, on a des tâches, on a des enfants, on a plus de responsabilités, donc notre verre se remplit plus vite d'éléments stresseurs. Fait qu'en tout cas, moi, je me dis, il doit y avoir d'autres gens qui vivent l'anxiété, puis encore plus, peut-être à la quarantaine. Est-ce que ce que tu vois chez ta clientèle, est-ce que tu vois une différence dans les âges ou, tu sais, ça, il n'y a pas vraiment d'importance? Bien, en fait, il y a définitivement un lien avec la périménopause, entre autres, pour les femmes, les hommes aussi sûrement, mais en lien avec la diminution de la progestérone, qui, elle, est un facteur de protection contre le stress. Alors, quand elle diminue, le stress, l'anxiété se fait ressentir davantage. Donc, probablement qu'on peut faire des liens avec ça. Oui, effectivement. Est-ce que, quand j'ai vécu mon anxiété, j'ai pris de la médication, tu sais, j'avais pas le choix, je me sentais que j'avais besoin d'un aide, d'un petit coup de main, puis j'avais comme tout fait en mon pouvoir pour aller mieux. Fait que quand on vit avec l'anxiété, il y a la psychothérapie, fait qu'on peut aller chercher de l'aide. Notre mode de vie, si on ne change pas notre mode de vie,
euh, c'est sûr qu'on va revenir dans les mêmes patterns. Fait qu'il y a quelque chose qui crée l'anxiété, comment on perçoit, parce que des fois, nous, on se met de la pression, tu sais. Est-ce que tu penses que l'anxiété peut se guérir ou qu'on est comme pris avec ça toute notre vie? En fait, je pense pas que l'anxiété peut se guérir. On va plutôt parler de diminution de l'anxiété. Parce qu'au départ, l'anxiété, c'est l'instinct de survie. Hein? C'est le cervelet dans la partie du cerveau qui est notre instinct de survie. Et le cerveau reptilien, en fait, c'est lui qui nous dit « Ah, il y a une menace, il y a un danger, donc il faut réagir. » Fait que pour moi, l'anxiété, c'est comme une amie, c'est une alliée, là. Mm-hmm. On ne veut pas en guérir dans le sens qu'on ne veut pas s'en départir complètement parce que c'est comme un système d'alarme. Tu sais, j'ai besoin de me sentir anxieux pour me dire « Ah, il y a un besoin qui n'est pas comblé, j'ai besoin de prendre soin de moi. » Fait que pour moi, je ne dirais pas que l'anxiété se guérit, mais si elle devient, par exemple, comment je pourrais dire, paralysante, là, tu sais, que tu ne fonctionnes plus, c'est là que c'est le temps d'intervenir. C'est ça, puis qui était mon cas. Puis, moi, c'est des crises de panique. Tu sais, j'ai vraiment pas de secret là, par rapport à ça. Puis, le mot panique, je l'avais pas compris avant d'avoir une crise. Puis, après mes crises, je me disais, OK, paniquer, c'est vraiment quelque chose, là. 35 ans, j'ai ma première crise de panique qui fait partie d'un trouble anxieux. Puis, après, tu en as une, tu as peur d'en avoir une autre, puis d'en avoir une autre. Fait que t'es comme pris dans ce cercle-là. Fait que j'aimerais qu'on parle un peu des crises de panique. Ça serait quoi tes trucs? Moi, c'est comme, j'ai commencé la médication, puis j'en ai plus jamais re-eu. Fait que, tu sais, j'en ai fait peut-être 3-4, puis c'est très paniquant. Après, j'ai fait beaucoup de lectures, si on en parlera par la suite, des choses que j'ai pu... ça a été un peu un coffre à outils si jamais j'avais comme d'autres crises ou des moments que je sentais qu'il pouvait avoir une crise, mais que j'étais capable de l'apaiser, tu sais. Est-ce que tu aurais des trucs par rapport aux crises de panique? En fait, il y a un des outils que j'utilise particulièrement avec mes clients qui s'appelle la cohérence cardiaque. Ça, c'est vraiment la respiration. Tu sais, l'anxiété, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup relié avec la respiration. Et plus tu respires, puis plus l'anxiété diminue. Alors, la cohérence cardiaque, qui est de respirer là, en 5 minutes là, sans arrêt, ça peut calmer par défaut automatiquement le système nerveux là, qui s'active, qui s'agite. La méditation aussi, mais ça, c'est pas sur le coup. Tu sais, la méditation, je dirais, c'est plus en prévention. Une fois qu'on est déjà dans la crise, il est comme trop tard. Là. C'est plus là que là, on va essayer de se mettre en mode méditation. Donc, le sport aussi, hein, je pense que j'apprends rien à personne que le sport est une façon de prévenir l'anxiété, les crises de panique, parce que ça règle en fait tout le problème. Le sport, moi, à l'époque où est-ce que j'avais des crises de panique, me faisait peur parce que le sentiment que j'avais quand j'étais essoufflée, ça me prolongeait comme si j'étais dans une crise. Puis, j'ai lu un livre, my God, le nom, c'est Dare, c'est en anglais. Puis, ça l'expliquait vraiment c'était quoi l'anxiété, puis une crise, puis vraiment qu'il n'y avait rien de dangereux. Tu surfais avec la vague. Tu dis, OK, comment je me sens? Fait que ça, tu sais, ça m'avait beaucoup aidé. Mais, donc, c'est ça. Fait que je pense que... My God, j'ai complètement oublié mon fil. Bien, si je peux me permettre d'intervenir en attendant, c'est qu'en psychothérapie, justement, on va travailler beaucoup la restructuration cognitive. Parce que quand on est dans l'anxiété, on voit des mammouths partout. Hein? Puis là, c'est paniquant parce que tu te dis « Oh mon Dieu, je suis en danger ». Fait que les croyances sont distorsionnées. C'est comme une perte de contact avec la réalité. Puis là, ben, on va travailler à entraîner le cerveau à revenir dans la réalité, c'est-à-dire dans le moment présent. Regardons autour de nous, là, il n'y en a pas de mammouth. Mais tu as parlé de méditation, puis de dire ça, on est dans le préventif, parce qu'une fois qu'on est dans la crise, ça va être beaucoup plus difficile. Fait que ça prend combien de temps avant? Parce que méditer, c'est quand même un art, là. C'est pas quelque chose que
tous les gens arrivent à faire en claquant des doigts, d'être capable de te retrouver dans le moment présent. Il y a les méditations guidées. Moi, il y avait le petit bambou. Excuse-moi, il va en avoir en anglais. Lui, puis là, je le dirai pas, là. Mais moi, j'ai fait 1 an de méditation guidée. Puis après, quand j'étais dans le bain, j'essaie d'être capable de me mettre dans l'instant présent pour comme quelques secondes, là, parce que c'est assez difficile de rien penser. Mais, c'est 6 mois? Comment ça prend de temps avant vraiment de s'habituer puis de voir les bienfaits de la méditation? En fait, je dirais que ça dépend de nos attentes, premièrement, là. Les attentes qu'on se fait avec ça. Il y a beaucoup de pression, là. Il faut que j'arrive à méditer, il faut que j'arrive à rien penser. Alors que c'est un peu impossible, là. Les pensées sont au cerveau, ce que l'oxygène est au corps. Je ne peux pas empêcher mon cerveau de penser nécessairement comme ça d'emblée. Puis je dirais que la première chose, c'est peut-être juste d'entraîner l'esprit à focusser sur un point. Comme on parle de la respiration, bien, c'est de replacer l'esprit. Méditer signifie simplement replacer l'esprit dans ici maintenant. Ça peut être une partie de mon corps, ça peut être ma respiration, ça peut être un point de repère dans mon environnement, revenir dans mes sens aussi, parce que la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût me ramènent par défaut instantanément là, dans ici maintenant. Est-ce que tu connais des gens qui offrent des programmes guidés que tu pourrais nous suggérer pour faire de la méditation? Bien, sur le web, c'est sûr qu'il y a Martin Bilodeau qui fait de la méditation, il y a Nicole Bordelot aussi qui enseigne des cours de yoga, il y a Sophie Maffolini. Tu sais, c'est souvent les personnages qu'on voit le plus sur les médias sociaux. Sinon, il y a la méthode Jacobson là, d'un point de vue plus scientifique, là. Moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est de voir des gens qui ont souffert puis qui ont un parcours. Je ne sais pas pourquoi je m'associe à eux, parce que je me dis qu'à travers leur souffrance, ils ont réussi à grandir. Sophia, là, je pense que tu parlais tantôt, je pense qu'elle a souffert d'anorexie puis elle a utilisé la méditation pour s'en sauver. Fait que c'est vraiment un wow. On sait que l'anorexie, c'est un trouble anxieux. Fait que moi, ça m'inspire de voir ça. Puis je trouve que c'est encourageant de dire, OK, mais si elle a été capable de surmonter son anxiété, même s'il y a différents types d'anxiété, bien moi aussi. Fait que, en tout cas, oui, là, elle, c'est vraiment intéressant. Toi, je ne sais pas si tu le fais encore, mais il me semble à l'époque, vous faisiez des groupes de méditation. Est-ce que c'était ça? Oui. Est-ce que vous le faites encore? On le fait encore. C'est juste que là, en ce moment, c'est sur pause parce qu'il y a d'autres projets. Un projet n'attend pas l'autre. Oui, c'est ça. Mais oui, on offrait des méditations qu'on appelait en fait les ateliers présence à soi. Parce que la méditation, ça n'a pas besoin là, d'être avec un ruban sur la tête en Inde, là, puis faire de la lévitation. Tu sais, on a une image aussi très stéréotypée de ce que c'est la méditation. Et en fait, c'est de la présence à soi. On peut juste s'asseoir sur une chaise. Même pas besoin de s'asseoir à terre sur un coussin. L'idée, c'est juste d'être droit, puis de favoriser, en fait, une bonne respiration, puis une bonne concentration. Il y a une application, si je ne me trompe pas, sur les téléphones là, avec App Store ou Google Play qui est Respirelax, je crois. C'est comme une petite boule. En tout cas, je l'avais faite. Puis là, quand elle touche en haut, ting, faut que tu aies pris ton inspiration, puis là, tu expires en même temps qu'elle descend. Fait que là, je pense que c'est 5 minutes de tout ça. Fait que ça l'aide. Il y en a eu tellement de conférences pour démontrer le pouvoir relaxant de la respiration, physiologiquement, qu'est-ce que ça faisait. Mais c'est ça. Puis quand tu as parlé de prévention, tantôt, ça me touche parce que si j'avais, bon, je peux pas retourner en arrière, mais passer par là, des fois, c'est correct. Comme il y a des personnalités comme la mienne qui se rendent au pied du mur pour faire des changements. Mais je me rappelle que je t'avais dit, je me sens tellement dans un état comme d'alerte, de nervosité, que je me sens pas capable d'être dans le moment présent. Ou là, il y avait la lecture et tout ça. Fait que, à la maison, ceux qui nous écoutent, je vous conseille de l'essayer. Moi, c'est avec la course à pied que je pratique la méditation parce qu'être dehors, ça me fait mentalement beaucoup de bien. Ça se fait automatiquement. J'aime courir seule, j'ai vraiment pas besoin d'y aller avec quelqu'un d'autre. Puis dehors, à moins 40, à 40 degrés, juste d'être toute seule. Puis à rien penser, pour moi, c'est vraiment ma méditation. Fait que
je sais pas, tantôt tu donnais des trucs, mais moi, je pense que l'exercice physique, mais fait aussi dehors. Oui. Est-ce que d'être dehors, ça peut faire du bien au mental? C'est certain. Dehors, tu as tout l'oxygène, tu as la lumière du soleil, tu as la vitamine D, tu as le contact avec la nature, à moins de faire du jogging sur le boulevard Maloney, là, mais... Moins mon affaire. Mais on a des boisés là, à proximité de partout. Fait que c'est certain que le fait d'être dehors, c'est je pense, peut-être la meilleure chose qui soit, là. Exactement. Je voulais qu'on parle de l'anxiété de performance aujourd'hui parce que je n'arrête pas de parler de moi aujourd'hui dans le podcast. Tant mieux, ça peut inspirer les gens. Parce qu'avant, j'avais aucune idée c'était quoi l'anxiété de performance. C'était comme tout le monde avait ça. Puis, bref, je pense que ça m'a apporté où je suis aujourd'hui puis que j'ai su maintenant utiliser mon anxiété pour arriver à être l'entrepreneur que je suis. Puis maintenant, j'arrive beaucoup mieux à la contrôler, savoir l'utiliser positivement, comme tu dis, c'est notre allié. Puis j'ai entendu dire que les gens anxieux vivent plus longtemps parce qu'on est plus conscient des risques, puis on est un petit peu plus peureux par rapport à notre santé. En tout cas, je dis ça de même. Intéressant. Bref, l'anxiété de performance. Comment ça se manifeste, puis comment ça peut nous handicaper. Mettons, on comprend moi comme entrepreneur, là, comment ça pourrait m'handicaper puis me mettre des bâtons dans les roues? Mais en fait, c'est parce que le mot le dit, performance, puis c'est relié à la perfection. Donc, on veut atteindre une forme de perfection, là, que ce soit parfait dans tout. Et ça génère un stress parce que c'est comme ce que je dis, moi, je travaille beaucoup avec la thérapie des schémas. Puis le schéma exigence élevée est à la source, à l'origine d'un besoin de performer. En fait, au départ, c'est très positif parce que c'est ça qui t'amène à avoir le souci du détail, à t'améliorer, à faire en sorte que tout soit super. T'sais, pas nécessairement parfait, mais de bon goût, puis que ça fonctionne bien, tout ça. Mais le problème, c'est quand ça devient justement que le stress prend le dessus. Mm-hmm. Et que là, ça t'empêche de dormir, par exemple, que ça t'empêche ben, ça te fait perdre l'équilibre. Hein, que tu oublies de manger, que tu oublies que tu dors moins bien parce que là, tu penses à toutes sortes de projets, que tu prends des notes là, constamment, tu es tout le temps là-dedans, que j'appelle une forme d'ivresse mentale. Il n'y a jamais de répit, là. Fait que ça crée du stress et tu veux tout le temps plus. Fait que t'en fais plus, puis t'en fais plus, puis t'en fais plus. Donc, ça amène les gens souvent à ne pas reconnaître leurs limites. Ouais, non, ça ne m'affecte pas dans mon sommeil ou on dirait que manger, ça fait partie de mon hygiène de vie. Là, fait que je pense que ça a été un facteur de protection pour moi, que j'ai vraiment des bonnes habitudes de vie. Ça fait que quand tu dis, bon, j'ai des bonnes habitudes de vie, je dors bien situationnellement quand tu fais de l'anxiété, non, mais j'ai jamais eu de trouble d'insomnie, je fais de l'exercice. À un moment donné, quand tu te mets à nommer tous tes facteurs de protection puis ce que tu fais, là, tu passes en évidence, bon, je vais comme essayer d'avoir peut-être un médicament qui va m'aider à stabiliser. Puis, mon médecin m'avait dit, à l'époque, génétiquement, c'est ma mère, peut-être en vieillissant, là, mais en tout cas, ma soeur jumelle identique, tu sais, souffre d'anxiété depuis qu'elle a 19 ans. Puis peut-être que tu es juste comme ça, puis que toi, tu es arrivé à le gérer toute ta vie, mais que là, tu sais, tu n'étais plus capable, fait qu'on donne les médicaments pour 1 an, on regarde si c'est situationnel, puis après, on essaye de l'enlever. Mais après, essaye d'arrêter de prendre ça. C'est comme, OK, bon, on va essayer d'arrêter les médicaments quand on sait que, tu sais, c'est le fun. Moi, j'ai pris une pilule, la plus petite dose, puis tout a fonctionné. Puis on dirait que ça m'a juste comme aidé à faire face à l'anxiété de performance que je vivais. Mais... Est-ce que je peux me permettre une question? Vas-y. Pour toi, justement, Émilie, ça se manifeste comment, l'anxiété de performance, à ce moment-là? Bien là, c'est ça que je me demandais quand tu parlais. Mais moi, mettons que tu me dis « Hey, Émilie, je t'invite, tu vas parler devant 500 personnes de, je sais pas, ton expérience en entrepreneuriat. » Comme il y avait quelqu'un qui m'avait abordé au cégep et qui voulait que je vienne parler à ses élèves. Pour vrai, j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée. Fait que là, tu sais, je choisis aussi les projets là, dans lesquels je m'embarque. Mais ça me crée de l'anxiété. J'ai peur, je sais pas. Puis là, y penser, là, je me dis, tu sais, j'ai peur de quoi? De pas être bonne? Est-ce que j'ai vraiment confiance en ce que je sois capable
donner ce qu'elle veut. Puis, tu sais, pourtant, je fais les podcasts, je me sens pas stressée, je fais des lives, je parle de ma passion, j'aime ça, je me sens dans mon élément, mais je veux toujours être la meilleure. Quand on est déménagé au gym, je voulais que les gens sachent que Team Boileau, on est à la hauteur, je voulais qu'on... Fait que c'est des exigences que moi, je me mets de toujours être la meilleure, puis à peu près partout où je vais. Donc, sur le plan positif, ça t'amène à te préparer en conséquence. Oui, j'arriverai jamais pas préparée. Exact. Par contre, je vais donner un exemple. On fait des lives, puis j'ai des entraîneurs qui sont plus à l'aise que d'autres. Des lives, là, c'est comme on fait un entraînement, puis les gens nous suivent. Je pourrais arriver pas préparée. Ça, on dirait, quand j'ai pas besoin de parler, je suis tellement dans mon élément que ça me cause aucune anxiété. Puis souvent, comme je peux te faire ça là, en claquant des doigts, puis j'ai d'autres entraîneurs, il faudrait tout qu'ils écrivent, qu'ils se préparent une semaine à l'avance. Mais pour quelque chose que je dois parler, je sais pas, ça me cause beaucoup d'anxiété. Puis je pourrais dire que je me mettrais des bâtons dans les roues. Peut-être que je me priverais de faire certaines choses. Bien, je verrais ça comme normal. Tu sais, quand tu connais ton sujet, tu le maîtrises, c'est facile, t'es comme un poisson dans l'eau. Fait que le niveau d'anxiété, il est moindre que si, mettons, on te demande de parler d'un nouveau sujet que tu n'as jamais été vraiment connaisseur dans le sujet. Là, ça va te demander un petit peu plus de vigilance. Puis c'est là que je dis que c'est du bon stress parce que ça t'amène à faire des recherches, à aller plus loin, à regarder que, ouais, mais j'ai peut-être besoin là, d'avoir plus d'informations. Fait que ça va m'amener à me préparer. Oui, des fois, j'envie les gens qui sont tellement relax. Ça fait partie de ma personnalité. Puis récemment, ceux qui ont écouté le podcast avec Chantal Binet, qui est notre coach à moi et mon associé à Team Boileau, puis on a fait l'évaluation avec les couleurs pour ta personnalité. Puis moi, elle me dit, tu sors rouge, là, comme vraiment, vraiment, qui est, tu sais, j'ai du jaune aussi beaucoup, mais qui est vraiment, tu sais, une leader, impatiente. Fait que, tu sais, quand je parlais du verre plein, là, mettons qu'on prend notre verre, OK? Puis nous deux, on se met à nommer nos stresseurs. Puis l'entraînement, quand tu t'entraînes comme moi 90 minutes par jour, c'est quand même un stress. Puis c'est ce que je dis aux clients, tu sais, quand dans ta vie, ça va pas bien, va pas t'entraîner. Tu peux t'entraîner un 20 minutes, un 15 minutes. Quand j'allais pas bien, c'était du 15 minutes. Mais 1h30, là, tu viens de le mettre dans ton verre parce que le corps ne reconnaît pas si c'est un bon ou un mauvais stress. Tu sais, comme, je suis dans un bouchon de circulation, je suis stressée, je suis dans le trafic, ça, c'est un autre stress, tu sais. Fait que, bref, moi, je pense que mon verre, j'étais comme toujours dans l'urgence. Puis ça fait partie de ma personnalité, de ce que j'ai compris. J'aime ça que les choses soient faites vite, je suis pas patiente. Fait que, tu sais, après, je me suis mis à dire, OK, fait que peut-être que l'anxiété, mon type de personnalité fait que je suis plus prône à être une personne anxieuse. Tu sais, puis, parce que je sais pas qu'est-ce que tu en penses. C'est un bon point que tu apportes. Le tempérament, il est pour quelque chose, tu sais. Les neurosciences, eux autres vont parler, tu sais, dans le système nerveux, il y a 3 modes, le mode dorsal, le mode sympathique et le mode ventral. Puis le mode dorsal, c'est une personne qui est vraiment un petit peu plus relax, justement. Tu sais, tout est cool, tout est zen, je me stresse pas avec rien, je suis pas en mode réactionnel, je suis plus en mode passif, je fige ou je paralyse dans les stress. Tandis que le mode sympathique, le système nerveux, lui, il a tendance à over-réagir, à contre-attaquer, à être impulsif. T'sais, donc ça va avoir un impact. Tandis que le mode ventral, mais c'est celui qui est le plus fonctionnel, je dirais. Là. Que le stress se gère là, avec la raison. Là. On apprend, je pense, les gens anxieux, on est un peu contrôlants. Puis quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis rendu compte que j'avais perdu le contrôle. Tu sais, comme les virus, la garderie, les virus, on est rendu habitués, mais quand ils commencent, puis ils ont 12 mois, c'est stressant, puis t'as comme perdu un peu le contrôle. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'être comme la mère parfaite, faire ça. Fait que ça, je pense, ça l'a rempli mon verre. Puis c'est vraiment quand j'ai eu Zach que comme ça l'a explosé. Puis après t'apprends à être une mère, puis à dire, regarde, c'est pas grave, là, si je t'amuse pas, je suis pas obligée de jouer avec toi 2 heures par jour, puis quand même, tu manges du craft dinner une journée, c'est pas grave, puis quand même que, tu sais, je me rappelle qu'il était bébé, puis je pleurais dans mon walk-in, j'avais pas fait le lavage. Tu sais, quand t'as pas d'enfant, on dirait que t'es
tout est sous contrôle, il n'y a pas vraiment d'imprévu ou peu. Et là, ça venait vraiment venir chambouler ma vie pour une personne anxieuse. Mais après t'avoir vu, puis, tu sais, parle un peu de l'anxiété, on dirait, au début, je l'ai pas accepté, là, ça m'a quand même pris un bout de temps. Maintenant, je l'accepte. Puis, tu sais, quand je l'ai affiché sur les réseaux sociaux, évidemment, tu sais, j'acceptais. Mais je me dis, il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui ont le syndrome du côlon irritable, le Crohn. Tu sais, on a chacun nos petits bobos. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est nous qui va décider qu'est-ce qu'on va faire avec notre bobo, puis comment on va faire pour dealer avec dans notre, tu sais, dans notre day-to-day, là. Puis je suis certaine que toi aussi, t'as des bobos, puis que t'as appris, puis pour devenir sexologue, psychothérapeute, de partager la méditation, sûrement que toi aussi tu l'utilises, puis que, tu sais, un moment donné, ça m'avait marqué, je sais pas si tu t'en rappelles, là, c'est quand même en 2018, je pense qu'on s'était vu en 2019. J'avais dit, ça me stresse de parler devant les gens. Puis là, tu m'avais dit, ben moi aussi. Puis à un moment donné, tu m'avais dit que tu avais déjà vomi avant un... Puis là, je me suis dit, crime, OK, est normal, là. Puis, fait que on dirait que ça m'avait fait du bien parce que quand tu vis de l'anxiété, tu penses que tu es la seule. Puis même des gens m'avaient dit, oh my God, Émilie Boileau, merci de l'avoir partagé, t'es humaine. Oui, oui, là, je te le confirme. Je suis très humaine. Fait que ça m'avait marqué quand tu m'avais dit ça, puis ça m'avait tellement fait du bien de me dire, OK, bien, il y a des gens, des gros speakers peut-être qui vivent de l'anxiété, là. Et là, la maison. Ben, tu penses que non? Oui, il y a plein de personnalités, là, des chanteurs, des comédiens. L'anxiété, là, c'est un mal humain. C'est humain. Je suis moi aussi anxieuse. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce que je vais faire avec l'anxiété? Est-ce que je vais la laisser me dominer, me paralyser, m'empêcher de me réaliser puis de vivre mes rêves? Ou si je vais développer des stratégies, des moyens pour négocier avec l'anxiété, puis pour moi-même, comme moi la gérer, moi la dominer. Je la laisse plus comme m'handicaper, là, comment je peux dire. Est-ce que toi, ça t'a déjà affecté physiquement? Dans le sens que je vois beaucoup de clients qui ont si on parle de la fibromyalgie ou des choses qui t'arrivent comme ça, je suis sûre que le stress et l'anxiété, on peut avoir des symptômes physiologiques. Est-ce que tu as déjà été touché physiquement par quelque chose que tu n'avais pas, mais qui était causé par l'anxiété? Si tu veux en parler. Tu veux dire quelque chose que genre j'avais pas? Des mots comme physiques, là, genre... je sais pas, j'essaie de penser. Tu mal au ventre, des étourdissements. Oui, oui. Bien, comme tu disais tantôt, moi, avant une conférence, un exposé oral à l'école, là, je pouvais vomir là, la veille, puis avoir des crampes dans le ventre, puis je m'évanouis presque là, quand j'arrive pour parler en avant. Oh oui? En avant de la classe. Là. Fait que, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je fais des conférences devant des centaines de personnes, puis je ne vomis plus, j'ai plus mal au ventre, je maîtrise quand même, mais j'ai une nervosité, là, j'ai le cœur qui me débat semble à l'heure, je me sens en vie, là. Ma respiration est rapide, est saccadée, je peux avoir la bouche sèche, je peux chercher mes mots, parce que je pense que ça vient aussi avec, justement, le souci de performance. T'sais? Oui. Mais moi, comme là, je fais le podcast, fait que je suis pas stressée parce que je sais exactement comment ça va se passer. Ça me stresse pas interviewer les gens. Mais là, si j'étais assis de l'autre côté, peut-être que non, mais peut-être que je pense que vu que je suis pas en contrôle, j'aime pas l'imprévu. Tu sais, c'est comme d'apprendre, puis ma blonde, elle me dit tout le temps ça, apprend à gérer l'imprévu. Mais tu sais, c'est du travail continu. Oui. Fait que c'est correct, puis je pense que juste de le savoir comme « Ah, OK, je me sens comme ça, parfait », d'apprendre à le reconnaître, c'est déjà une étape de dire « Ouais, ça, c'est une de mes limites. » Fait que il faudrait peut-être que je travaille là-dessus. Oui. Mais moi, de savoir que d'autres gens qui vivent la même situation, ça, c'est comme vraiment encourageant parce qu'au début, pas que tu te rabaisses. Tu sais, là, on parle de l'anxiété, là, mais il y avait c'est sur Netflix que j'avais regardé ça, puis c'est encore en anglais, tu vas peut-être m'aider. C'est-tu Avicii? Lui, il s'est-tu suicidé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, désolé ceux qui écoutent, j'ai pas le bon... C'est un DJ, puis lui vivait de l'anxiété. Je pense qu'il consommait de l'alcool, puis il est venu populaire super vite, comme vraiment populaire. Puis il y a comme toute l'attention, ça a été pour lui difficile à gérer. Puis suicide, ça m'a tellement touchée. Puis il disait,
OK, son docteur, il faut que tu t'entraînes. Puis là, tu le vois qu'il essaie de s'entraîner. Puis pendant qu'il s'entraîne, vu qu'il est essoufflé, il arrête. Puis comme, non, on dirait que je suis en train de faire une crise. Puis, en tout cas, ce documentaire-là, ça m'a extrêmement touchée parce que oui, il s'enlève la vie. Puis je pense qu'avant dans début vingtaine, je me dis, oh my God, maintenant, dans les années qu'on est, il faut tellement aider ces gens-là. Puis de te dire, il y a un mal-être quand tu vis de, tu sais, l'anxiété. Moi, je suis pas une personne déprimée, mais quand que tu as un mal physiquement, que tu souffres, tu sais, d'anorexie, de peu importe, le trouble obsessif-compulsif, dépression, trouble de l'humeur, tu files pas, là, il y a comme il y a un mal ici à l'intérieur, tu sais. Une chance que c'est passé, mais les gens qui vivent avec ça chroniquement, tu sais, moi, en tout cas, ça me touche, je me dis, c'est pour ça que je veux en parler, puis que moi, je suis ouverte avec ça, puis je veux parler aux gens. Mais là, Zach, tu peux pas venir ici. Je te voyais, là, regarder une chance qu'on peut faire des montages. Zach, maman n'est pas contente, il faut que tu sortes, là, tu peux plus revenir. OK? Ben, je vais te le donner tantôt. Allez, sors. Je vais juste voir si on va mon associé va être content avec le montage. Je vais essayer de reprendre. Je te paierai pas, hein? Le pire, c'est que si tu laisses ça dans le podcast, ça serait délicieux. OK, on verra. Fait que là, je disais quoi? C'est quoi que je disais? Que l'anxiété, qu'il y a plein de monde, dans le fond, qui s'identifie à ça. Ah oui, puis que, dans le fond, c'est ça. Moi, le fait d'en parler, je me dis, si on peut aider 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui se disent, il y a un espoir, comme toi, tu dois en voir. Peut-être que moi, ça me touche parce que c'est pas quelque chose que j'ai dans mon quotidien. Fait que toi, tu apprends à aider, à donner des trucs aux gens qui vivent de l'anxiété ou la dépression, tu sais. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a génétiquement, là, si on parle juste de la génétique, vraiment que dès qu'ils naissent, ils tombent dans le bain de la dépression ou de l'anxiété sans avoir aucun autre stresseur? Définitivement. Okay. Il y a un aspect génétique qui est neurologique, là, avec l'équilibre des neurotransmetteurs, qui a un impact sur ta façon de négocier dans la vie. Là, je ne suis pas la spécialiste pour vous dire quel pourcentage. T'sais, mettons que ça a un impact. Moi, je travaille avec le relationnel, avec l'environnement. Mm-hmm. Fait que je dirais que pour moi, malgré que ce soit qu'il y a une partie génétique, j'ai dans l'impression qu'il y a beaucoup plus d'influence extérieure sur l'anxiété qu'intérieure. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours eu une peur de la santé mentale. Ma mère m'a beaucoup protégée, tu sais, quand j'étais jeune, avec ce qu'elle avait vécu dans sa famille. Fait qu'on dirait j'ai vu ça comme... Puis même ça m'a... En relation, je veux dire, une relation amoureuse, je sais pas si j'aurais de la difficulté, puis je suis honnête en le disant, d'être avec quelqu'un qui souffre de troubles de santé mentale. Je trouve ça difficile. Tu sais, quand tu as un mal physique, dans ma tête, c'est plus facile à gérer, peut-être que non, qu'un mal psychologique. On le voit pas, puis c'est dur à expliquer, puis tu penses que les gens qui le vivent pas, ils comprennent pas. Tu sais, fait que, ouais, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Mais en parlant, en apprenant à comprendre la maladie, en faisant de la lecture, ça normalise un petit peu plus la chose. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, la maladie mentale? Bien, je pense que je suis touchée comme tout le monde. On en voit de plus en plus, surtout depuis la pandémie. Moi, toute ma clientèle va souffrir d'anxiété, étroitement reliée ou pas avec ce qu'ils viennent consulter pour. Mais en même temps, la santé mentale, c'est comme un continuum, là, c'est large. Là. On peut vivre une petite anxiété, puis on peut vivre jusqu'à une panique, un trouble de panique, puis que ça se généralise dans tous les domaines. Fait que, ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Puis c'est vrai, comme tu dis, que c'est pas écrit dans le front des gens. C'est ça. Puis les troubles alimentaires, en tout cas, je parle de troubles alimentaires parce que je travaille en nutrition puis en entraînement avec mon équipe. Puis tu vois des gens qui font de l'hyperphagie, qui mangent la nuit, puis qui arrivent à 50 ans, c'est comme « Ah, j'ai un trouble, je fais du binge eating. » Fait que, tu sais, à 50 ans, puis tu réalises pas que tu as un trouble quand tu fais
des débordements de bouffe à t'empiffrer, des privations. Puis ça me touche de voir qu'il y a encore des femmes dans la cinquantaine qui peuvent avoir ces problèmes-là. Puis à Gatineau, il y a la clinique Imavie là, qui aide. Je pense que j'ai essayé de communiquer avec eux, d'ailleurs, à plusieurs reprises pour faire une espèce de partenariat parce qu'on dirait que ces gens-là, même j'avais pensé avoir une psy avec Team Boileau pour nous aider avec les troubles alimentaires parce qu'après, tu te dis comme je ne pourrais pas l'aider si à se bourre, c'est plus fort que juste bien manger. Oui. Quand tu es rendu dans un poids qui est insuffisant ou en embonpoint, il y a souvent une problématique mentale. Puis tu sais, après ça, mes entraîneurs, je veux dire, j'ai un bac en travail social, je pratique pas, fait que je suis pas là pour ça, mais mes entraîneurs, ils se retrouvent un peu démunis à dire comme OK, tu sais, la cliente ou tu sais, le client, des jeunes hommes de comme 17, 18 ans qui ont des troubles anorexiques, puis je veux dire, c'est comme, on peut-tu faire quelque chose pour ces gens-là? Est-ce qu'il y a des psys qui sont spécialisés? Y a-tu juste la clinique Imavie? Comme les gens qui ont des troubles alimentaires, on dirait que c'est pas tous les psys qui vont vouloir aussi travailler avec ça. Moi, je pense qu'avec la société d'aujourd'hui, ça va être de plus en plus. Moi, dans mon temps, on n'en parlait pas comme ça. C'était comme il y avait une fille anorexique qui était étiquetée, puis il y en avait une dans l'école, puis c'était vu comme, tu sais, la grosse affaire. Ça me touche, puis ce que les gens partagent sur les réseaux, ça me touche aussi. Tu sais, sur ma page Instagram, je fais vraiment attention. Je suis une fille de petit poids, mais j'essaie vraiment d'inspirer avec les exercices et non pas avec le corps. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis, les jeunes, ça me touche. Les adolescents, les jeunes adultes qui vivent avec ça. J'avais une employée, Véronique, qui avait été prise avec des troubles boulimie, anorexie. On en a parlé ouvertement, mais ça, tu ne guéris pas de tout ça. Je veux dire, quelqu'un qui a un trouble alimentaire, tu vis avec ça toute ta vie. Je pense pas que tu es comme « Ah, c'est fini, on n'en parle plus », tu sais. Puis tu arrives à le contrôler. Tu arrives à le contrôler, mais les gens ont beaucoup de difficultés à en parler. Puis des fois, les gens viennent en consultation puis ils le disent pas. Sauf que nous, si on t'écrit « il faut que tu manges tant de grammes de viande, il faut qu'on te pèse », peut-être qu'on agirait autrement. Tu sais, parce que peser, le truc, c'est que tu le contrôles, mais dès que tu reviens dans quelque chose de comme strict, ça peut comme redéclencher ton anxiété par rapport à la nourriture, tu sais. Puis après... tu sais, moi, j'ai fait des choses dans ma vie qui auraient pu déclencher, fait que, thank God que j'ai d'autres problèmes, mais j'ai pas de problème avec la nourriture. Mais quand j'ai fait de la compétition, puis j'ai descendu mon taux de gras à 7 %, puis comme présentement, je suis 125 livres, puis j'étais 106, ça peut te laisser imaginer, là, ma peau était mince, on voyait tous mes abdominaux, fait que quelqu'un... On dirait en ce moment, puis ça, c'est ma façon de penser, les gens qui vivent des troubles se rendent dans des disciplines pour cacher le trouble. Dans le CrossFit, il y a plein de filles qui ont des troubles alimentaires. Dans les compétitions de fitness, il y en a plein qui ont des troubles alimentaires. Puis là, en se rentrant là-dedans, c'est comme ça les excusait de tout comportement qui sont déviants, mais comme... Tu sais, parce que ça ne veut pas dire que, tu sais, pour être diagnostiqué, là, selon le dictionnaire de santé mentale, il faut qu'il y ait une récurrence, Mais tu sais, tu peux avoir des comportements alimentaires problématiques puis déviants, tu sais. Fait que, je sais pas, toi, tu sais, là, on est quand même dans l'anxiété, si on parle des troubles alimentaires, puis c'est quelque chose que je vois tous les jours, mais je trouve ça frustrant quasiment de voir que les gens se rendent dans quelque chose pour normaliser leur comportement. Puis après, comme parent, je me dis comment moi je réagirais si mes enfants auraient, tu sais, ces troubles-là, mais cachés dans un sport ou, tu sais, souvent, je sais pas. C'est très tabou, hein? Mais pourquoi? Ben, à cause de la honte, en fait. Ben, je pense que parce que, tu sais, là, moi, je dis, j'ai un trouble anxieux, j'en parle, mais extrêmement rare que quelqu'un va dire, moi, je suis boulimique anorexique. Oh mon Dieu, je comprends. Parce que c'est hyper humiliant. Ben, qu'est-ce qui est plus humiliant, être anorexique ou dire, je fais des crises de panique? Probablement les deux, en fait. Tu sais, comme, moi, en tout cas, je pense qu'il faut en parler plus. Puis, tu avais partagé quelque chose sur ton Facebook, puis je suis comme, oh my God, je pense la même chose d'une photo d'une, c'est quoi, Dynamite? Le garage. Le garage. Ouais. Puis, en tout cas, peut-être que les gens ne pensent pas comme nous, puis en tout cas, tant pis. Mais le était comme on voyait tout son ventre, tu sais. Ça donne une image aux jeunes filles, tu sais, d'être l'image d'être mince, puis, tu sais, comme tout... je pense que c'est ça qui alimente les troubles de plus tard. Oui. Puis, en fait, les réseaux sociaux, je pense que depuis qu'il y a justement Facebook, Instagram, TikTok, c'est
en fait, c'est des, comment je dirais ça, des facteurs aggravants, Mhm. tu sais, pour l'anxiété, parce que les filles, ils se comparent, puis là, ben on veut être la plus sexy, la plus belle, la plus hot, la plus populaire, et ça génère beaucoup, beaucoup d'anxiété, en fait. Parce que moi, si je peux dire, il y a des modes. À un moment donné, là, c'est rendu les grosses fesses. Avant, c'était les gros seins. Il y a comme plein de modes, puis on dirait qu'on veut se conformer. Mais moi, je pense, qu'est-ce que je me dis? Sois le meilleur de toi-même. Puis il n'y a rien de plus beau qu'une femme ou un homme qui est bien dans sa peau, peu importe son enveloppe. Tu sais, comme... Puis si tu as des troubles avec la nutrition, il faut que tu aies conseillé. Là. Tu sais, mais moi, je dis aux gens, va voir une psy, puis on va travailler en parallèle sur ta nutrition. Puis si elle peut nous envoyer des choses qui pourraient aider. Il y avait une place à Ottawa, un truc. J'avais une cliente qui avait été là, puis c'était vraiment mal organisé. Là. Ils mettaient les gens boulimiques et anorexiques ensemble. Puis là, il fallait qu'ils mangent des tartes. Puis là, c'était comme, aujourd'hui, il faut que tu manges. Puis là, ils te regardent genre une pointe de tarte. OK, mais pour l'anorexique, ça va être un challenge. Mais pour l'autre qui est boulimique, là, comme ma cliente, comme la tarte, elle va t'en manger, puis elle va vouloir en manger un autre. Tu sais? Fait que je pense, en tout cas, bref, je le dirais pas, même si j'avais c'était où, mais tu sais, d'aller peut-être avec un suivi individuel. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont prises avec peut-être une relation malsaine avec la bouffe? Bien, moi, je ne suis pas spécialisée dans les troubles alimentaires. Sauf que j'ai quand même, on dirait que mon cheminement ou mon personnel et professionnel m'a amené à travailler beaucoup avec les dépendances. Puis la nourriture, bien, fait partie d'une dépendance alimentaire. Tu sais. Donc, je dirais que c'est un petit peu le même traitement qu'une autre dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue, le sport aussi peut même devenir une dépendance quand on y met, quand on arrive dans l'obsession de la chose, tu sais. Mm-hmm. Ah, c'est drôle que tu parles de ça. J'avais justement des conversations, puis oui, mais la bouffe comme dépendance, on n'en parle pas. C'est tellement accessible. Ouais. Ceux qui veulent lire un livre qui est vraiment, vraiment bon, J'ai menti de Joanie Gontier. En tout cas, moi, ça m'a vraiment touchée, là, ce livre-là. Puis, tu sais, la aller au dépanneur puis s'acheter comme paquet d'affaires, tout le manger. On avait un client aussi qui faisait ça, tu sais, comme ça l'arrive beaucoup, mais on dirait que les gens ne le voient pas comme ah, tiens, j'ai une dépendance à la cocaïne, j'ai une dépendance à l'alcool. La bouffe, c'est comme normal. Les gens n'arrivent pas. Il y a comme un mal-être, mais les gens n'arrivent pas à dire ah, j'ai un trouble, je vais aller consulter. Mais tu as tellement raison, oui, c'est comme une autre dépendance. Oui. Le sucre, premièrement, il est dans tous les aliments. Là. Il y a du sucre partout. Le sel, le gras. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui consultent pour une dépendance à la bouffe? Oui. En fait, il y a une fraternité qui s'appelle Outre-mangeurs anonymes. Outre-mangeurs. Oui, Outre-mangeurs anonymes. C'est une des branches, en fait, du mouvement alcoolique anonyme. Puis, c'est une fraternité dans laquelle les gens qui, justement, souffrent d'une compulsion alimentaire ou anorexie alimentaire peuvent se retrouver dans un groupe de soutien pour avoir de l'appui. Les deux, le fait qu'anorexie et compulsion. Je pense que principalement des gens qui sont dans la compulsion, là, qui vont aller consulter ce type de ressources-là parce que c'est ça qui devient obsessionnel. T'sais. C'est sûr que l'obsession de ne pas manger, je ne vais pas me retrouver. Ça, c'est plus ma vie là, qui va traiter ça, là, les troubles alimentaires. Puis là, tu as parlé de dépendance au sport, ça m'interpelle. Puis je veux savoir ton point de vue, là, c'est pas nécessairement professionnel, mais comment tu penses qu'on pourrait se dire j'ai un trouble de dépendance au sport? Bien, en fait, toute forme de dépendance, c'est quand justement je perds l'équilibre. T'sais. Si ça vient que ben, je dors moins parce que là, il faut que je me lève puis j'ai pas mes heures de sommeil, puis là, il faut que j'aille m'entraîner. Si je fonctionne plus au travail, si je pense tout le temps à ça, si ça devient comme une obsession mentale de dire que ça m'empêche de fonctionner dans d'autres sphères de ma vie, que je fais juste penser à ça, que je suis tout le temps là-dedans, puis que... Tu sais, pour moi, là, c'est la disponibilité émotionnelle. Pour n'importe quelle obsession, est-ce que je suis présente ici, maintenant? Quand je ne suis pas dans ma dépendance. Oui. C'est ça. On dirait que ça m'interpelle parce que est-ce que être un addict,
des fois, je parle avec Stéphane, justement, à Casson, puis il dit, ben oui, moi, je suis un addict. Est-ce que, moi, je me suis jamais sentie comme je pourrais avoir une dépendance à, mettons, quelque chose, là. Mais est-ce que, encore là, génétiquement, on pourrait être un addict, mettons, là, tu sais, Stéphane dit qu'il a transféré comme son trouble d'alcool et de drogue dans la course ou peu importe, là, tu sais. Est-ce que quelqu'un qui est dépendant, mettons, là, est dépendant au sport, mais ça pourrait être un addict dans l'alcool et la drogue parce que c'est une personnalité. C'est pas tout le monde là, qui Ouais. peut être dépendant, là. Non, OK. non, ben en fait, on l'est tous, là, dans le sens que on est tous interdépendants de quelque chose, là, tu sais, on dépend de l'épicerie pour manger, puis bon. Mais il y a des dépendances qui sont saines. Oui, moi, je parle d'une dépendance qui t'empêche de fonctionner, là, qui est Oui. malsaine. Mhm. Fait que ça veut dire qu'il y aurait des gens qui seraient plus prédisposés à Oui, être dépendants. Fait que Oui. si c'était pas ça, ça serait dans quelque chose d'autre. exact. Ben ça, une thérapie, ça pourrait aider. Ben oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Tu sais, on apprend à gérer notre anxiété, notre stress avec des choses. Moi, c'est l'entraînement, puis ça reste là, puis c'est pas fait avec une dépendance. Puis il y en a d'autres, quelqu'un qui était sur la cocaïne, puis qui, bon, on s'entend-tu que c'est quand même mieux qu'il court un marathon? Ben oui, moi, je pense que Tu oui. sais, qu'on s'entend que les gens vont trouver ça. Tu sais, je regarde ceux qui font des ultras, puis des gros triathlons, puis des grosses affaires. Faut que tu sois intense, là, je veux dire. Tu sais, Ben, pas... le dépendant, au départ, est dépendant des sensations fortes. OK. Fait que Fait c'est un... Fait que ça peut faire partie. La course, le sport peut devenir aussi une sensation forte. Tu sais, l'adrénaline, justement. Mais boire de l'alcool, c'est pas une sensation forte? Ben oui. Ça dépend comment t'en bois. OK, c'est ça. Ça dépend comment t'en bois. Je bois Ben pas oui. beaucoup, fait que je ne pourrais pas répondre, mais en voulant dire, moi, ce que je me dis, c'est que la personne dépendante serait une dépendante peut-être dans d'autres choses. Ça reste qu'elle Ouais. elle a une personnalité dépendante. Oui. Mais tu peux-tu te sauver de ça? Parle pour parler. Est-ce qu'on peut se sauver de ça? De la personnalité dépendante, dans le sens, quand on enlève une dépendance, est-ce que faut la remplacer par quelque chose d'autre? Ou... Ben, en fait, moi, je dis qu'un dépendant, c'est un dépendant. Puis oui, c'est vrai qu'il va tout le temps passer d'une dépendance à l'autre. Fait que s'il arrête de consommer alcool, drogue, ben c'est un... Souvent, je vulgarise en disant c'est un buzzeux. Tu sais? Mhm. Les gens dépendants, ils aiment ça buzzer. Fait que là, c'est quoi qui me fait buzzer? Bien, si c'est plus l'alcool et la drogue, ça peut être la bouffe. Si c'est plus la bouffe, ça peut être le sport. Sinon, ça peut être le travail. Puis ça, les workaholics, là, il y en a, là, parce que c'est valorisé. Mhm. Tu sais, socialement, là. Plus autant, mais je comprends. Plus autant, mais il y a beaucoup de non-dits là-dedans. Ouais. En tout cas, c'est vraiment intéressant notre conversation aujourd'hui. Puis en tout cas, j'espère que les gens vont apprendre puis être sensibilisés par le podcast. Puis non, les dépendances, c'est vraiment comme on en parle, puis ça m'intéresse vraiment parce que je suis pas dépendante, mais je suis une intense. Puis quand je suis dans quelque chose, je suis dans quelque chose, mais tu sais, jusqu'à la fin. Fait que je pense que j'aime les projets, là. Quand je me mets dans un projet, j'y vais. Mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui est dépendant, puis ça doit être souffrant à certains moments, là, c'est un trouble mental, là. Bien, en fait, c'est une maladie physique, tu sais, c'est une allergie physique. Quand je tombe dans la drogue ou dans une substance chimique, c'est que mon corps va réagir à la substance. L'autre affaire, c'est que c'est une maladie mentale sous la forme d'une obsession. Puis l'autre chose qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais j'aimerais ça qu'on puisse l'adresser peut-être comme un plan de traitement, mais c'est que c'est une maladie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une déconnexion de soi, une déconnexion de la vie et une déconnexion du sens que ma vie prend. Quand je suis dans la dépendance, là, au sens pathologique, je parle. Mais c'est quoi qu'est-ce qui crée la déconnexion de soi? Quand tu es dans... Est-ce que tu te reconnectes après ou c'est vraiment juste tu es dans une déconnexion tout le temps? Bien, il y a plusieurs facteurs, là, sans aller trop loin là-dedans. Je pense qu'il y a un phénomène social. Premièrement, si on était né au Tibet, là, on n'aurait peut-être pas ce problème-là, ce questionnement-là, là, je suis déconnectée. On est dans une société de consommation rapide, ça va vite, tout ça, fait qu'on prend moins le temps de se recentrer, mais ça dépend aussi de l'âge, de la période de la vie.
À la retraite, peut-être que quelqu'un a plus le temps de se sentir, tu sais. Mhm. Mais c'est encore drôle. Je connais plein de gens, de mes clients même, qui roulent plus vite à la retraite qu'avant, mais avoir des jeunes enfants, tu le sais, ça roule encore plus vite. Fait que le mode de vie, il est pour beaucoup, en fait, dans la déconnexion. Puis moi, c'est ce que j'enseigne principalement à tous mes clients et à mes couples aussi, parce que là, on peut faire un parallèle avec la connexion dans le couple. Mhm. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est connecté en couple? Bien, c'est en fait pleine présence à soi et à l'autre. Puis pour être présent à soi, bien, ça demande de s'arrêter, ça demande du temps, mais la spiritualité, c'est s'intérioriser, en fait. Ça, c'est un travail à long terme, puis Ouais. quand il faut que tu le prennes le temps. Bien, à long terme, tu sais, on parle de méditation, puis méditation, c'est court terme. Là. C'est court terme dans le sens que c'est juste pour aujourd'hui seulement. Là. Mhm. Juste pour aujourd'hui, là, c'est quoi j'ai à faire? Bien, ma priorité, c'est de me connecter à moi-même et à la vie. Pour être capable justement de calmer l'obsession, l'agitation de l'esprit, pour faire des meilleurs choix, puis tomber dans un équilibre, tu sais. C'est sûr que, tu sais, on vise l'équilibre, puis là, c'est un gros concept bien à la mode, mais on le sait qu'on perd l'équilibre, c'est pas dramatique, parce que l'idée, c'est tout le temps, OK, bien là, si je viens de perdre l'équilibre, là, je vais juste le reprendre, l'équilibre, là, tu sais, comme j'ai tout le temps le choix de faire une nouvelle décision, là, à chaque nouvelle minute, là, tu sais. En tout cas, merci, ça me fait réfléchir tes propos. Les gens qui nous écoutent, si jamais quelqu'un voudrait entrer en contact avec toi, pas par Facebook, là, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu te spécialises, comment les gens peuvent prendre rendez-vous avec toi? Ben, en fait, oui, par Facebook, parce Oui? que Bon, moi, ok. j'ai une page professionnelle, là, Martine Oui. Poirier, sexologue, psychothérapeute, mais j'ai aussi un groupe privé sur Facebook qui s'appelle S'élever en amour, dans lequel je présente des conférences justement sur toutes sortes de sujets. Et puis aussi, j'ai un site web, mpoirier.com. Puis, qu'est-ce que tu traites principalement? C'est quoi tes spécialités? Bien, mon dada, principalement, c'est le couple. Hein, tout ce qui touche à la sphère de l'amour et de la sexualité. Fait que sexualité, c'est quand même large. Mm-hmm. Mais moi, je touche pas là, tant que ça, là, comme à tout ce qui est de la déviance ou OK. les La choses. pédophilie ou ces affaires. Non, c'est pas ma spécialité. Mais moi, c'est vraiment le couple, l'amour, la communication. Parfait. Mais les gens qui nous écoutent, si jamais vous voulez avoir un autre podcast sur les relations, on s'entend que ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de trentaines. Quand tu as des enfants, ça met pas juste la vie, mais ça limite les moments d'intimité. Quand tu as des jeunes enfants surtout, fait que je pense que c'est quelque chose qui affecte notre santé mentale. Tu sais, le podcast Inspiration Santé, c'est toujours pour une santé optimale. Le couple, la santé du couple, c'est hyper important. Fait que si vous avez de l'intérêt, écrivez-moi en privé, puis on pourrait faire revenir Martine pour parler de la santé sexuelle et la santé en relation. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se voit à un prochain épisode. Merci, Émilie.